Nous avons de grandes nouvelles dans l'affaire de l'île d'Urk. Les accusations qui avaient été ajoutées quelques semaines avant le procès viennent d'être retirées de ce procès. Et un juge fédéral a interpellé les procureurs en audience publique. Durk a remporté cette grande victoire juridique qui change tout pour son procès à venir. Et nous allons analyser ce que cela signifie et ce qui pourrait se passer, le tout avec l'ancien procureur fédéral, Nima Rahmani. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Grosse nouvelle dans l'affaire Lil Durk que nous suivons depuis le début. Donc, le rappeur vient de remporter une grande victoire juridique avant son procès fédéral pour meurtre sur commande, où il est accusé d'avoir commandité le meurtre d'un rappeur rival. Pourtant, on voit des membres de l'équipe de Lil Durk, alias Durk Banks, s'adresser aux médias devant ce tribunal de Los Angeles. Ceci provient de la journaliste Nancy Dillon de Rolling Stone. Nous aurons bientôt plus d'informations sur ce sujet et sur le combat lié au procès prévu en août. Mais je veux juste vous donner un peu de perspective, mettre cela en contexte pour expliquer pourquoi c'est si important. Donc, Lil Durk est essentiellement resté dans une cellule de prison pendant presque 2 ans. Son procès devait commencer le mois prochain et cela concerne le meurtre de Savaya Robinson en 2022 à Los Angeles. Les procureurs affirment qu'il s'agissait d'un complot de meurtre contre rémunération découlant d'une rivalité avec le rappeur Kando Rondo et que Robinson se trouvait simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ensuite, quoi, à moins de 3 mois du procès, le gouvernement lâche une bombe et ce qui vient de se passer leur a littéralement explosé au visage. Durk a reçu un nouvel acte d'accusation rectificatif avec de nouveaux chefs d'accusation. On parle d'allégations complètement distinctes qui s'étendent sur plusieurs États et sur plusieurs années. Il parle d'une implication présumée dans une fusillade à Chicago, de cette tentative de meurtre à Atlanta, je crois même, de cette opération de trafic de drogue, apparemment ou prétendument. Donc, toutes ces choses différentes. Et soudain, cette affaire ne concernait plus seulement un seul épisode. Ce n'était plus uniquement à propos de cet incident à Los Angeles. C'était potentiellement un procès qui allait inclure tout un ensemble différent de crimes présumés, dont ses avocats soutenaient que le gouvernement aurait pu les inclure dès le départ et qu'il ne jouait pas franc jeu. C'est d'après les documents judiciaires consultés. L'équipe juridique de Dirk a affirmé qu'ils auraient un choix à faire. Soit ils allaient aller au procès pour tout cela et risquer de devoir demander plus de délai pour se préparer, soit ils pouvaient se battre pour séparer les chefs d'accusation et avancer avec le procès d'août uniquement basé sur le meurtre présumé de Robinson, n'est-ce pas? Et qu'ont-ils fait? Ils ont choisi de se battre. Ils ont choisi de le séparer. Ils ont gagné. Nous apprécions vraiment la rigueur présente dans cette salle d'audience aujourd'hui. Et donc, je vais vous demander, à vous qui étiez dans la salle d'audience et qui avez lu les dossiers, de vous fier aux questions de son honneur aujourd'hui et aux points qu'il a soulevés. Et pendant que vous attendez, surtout notre client innocent, Dirk Banks, et j'insiste sur son innocence, attend lui aussi. Nous attendons avec impatience la fin de la journée. C'était l'avocat de Dirk Banks, Drew Finlay, avec son équipe, dont l'ancien avocat de Young Thug, Brian Steele. Quiconque a suivi cette affaire le connaît très bien. Ceci provient encore de la journaliste de Rolling Stone, Nancy Dillon. C'est là que ça devient intéressant, car le juge ne leur a pas juste offert une grande victoire en séparant les chefs d'accusation. Il n'aura donc pas à y faire face lors de son procès en août. Il a essentiellement interpellé le gouvernement devant le tribunal. Ce qu'il a dit a totalement stoppé les procureurs sur place. Nous avons examiné tous les dossiers de cette affaire, la requête et l'opposition du gouvernement. Oui, ce que le juge avait à dire dans cette salle d'audience. Beaucoup de suspense au tribunal. Je dois dire quelque chose rapidement. Sur Sidebar, nous abordons de nombreuses situations dangereuses dans le monde. Mais on parle trop peu du fait d'être victime d'une violation de données. Vous, vos proches, toutes ces informations privées sont constamment à risque d'être divulguées. C'est pourquoi je veux que vous protégiez toutes vos données en ligne. Voici comment ça fonctionne. Et Incogni traque toutes ces anciennes publications et sites de recherche qui exposent vos informations, puis ils en exigent la suppression. Écoutez, j'ai été choqué. Des bases de données détenaient toutes mes infos et Incogni a fait retirer ces bases en quelques jours. Il suffit de créer un compte, Incogni gère tout. La suppression personnalisée incluse dans les forfaits illimités permet de soumettre des liens à leur expert pour examen et suppression. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Utilisez le code Sidebar via le lien ci-dessous. Pour obtenir une réduction de 60% sur un abonnement annuel, c'est Incogni comme sans Sidebar. D'accord. Je veux donc faire intervenir quelqu'un qui peut vraiment donner du sens à tout cela. J'adore le voir. Nima Rahmani, ancien procureur fédéral,
expert dans ce domaine. Ravi de te voir, mon ami. Merci d'avoir pris le temps. Jesse, merci pour l'invitation. Comme d'habitude, c'est une grosse affaire ici à Los Angeles. Est-ce que les gens en parlent? Oui, bien sûr, je veux dire, dans l'industrie musicale, tu as Brian Steele qui rejoint l'équipe. Donc, je pense que ça va avoir beaucoup de couverture médiatique. Évidemment, tribunal fédéral, pas de caméra, mais beaucoup de gens ici suivent l'affaire. Bien sûr, la presse locale ainsi que l'industrie musicale, c'est une affaire importante. D'accord. Donc, je suis content d'avoir ton point de vue sur ce qui est un développement très important. Maintenant, je veux parler de cette requête qui a tout déclenché. Les avocats de Dirk ont demandé de séparer les nouvelles accusations du procès de Los Angeles, avançant un argument simple. Ils ont dit, bah écoutez, ils se préparaient pour cette affaire de Los Angeles, ce procès de Los Angeles, depuis 20 mois, 21 mois, ils étaient prêts pour le procès d'août. Et moins de 3 mois avant le procès, le gouvernement dépose un troisième acte d'accusation modifié avec de nouvelles allégations et charges, notamment l'association de malfaiteurs. Et voici ce qu'ils ont écrit dans la requête. Je cite, parce que l'ajout de dernière minute des chefs d'accusation Viacar met en péril le droit constitutionnellement garanti de M. Banks à être jugé dans un délai raisonnable, ce tribunal devrait dissocier ses chefs d'accusation de ceux de Los Angeles et lui permettre d'obtenir le procès rapide qu'il a constamment réclamé. Le retard du gouvernement à ajouter des chefs d'accusation supplémentaires et à produire des preuves à l'appui de ces charges est injustifiable. Tout report supplémentaire serait uniquement du fait du gouvernement et justifierait le rejet du troisième acte d'accusation modificatif. Maintenant, Nima, quel est ton avis là-dessus? Que dit réellement la défense ici? Parce que, d'après ce que je comprends, ils ont le droit de mettre la pression sur l'accusation. Écoutez, nous pensons que notre client est innocent. Nous voulons aller au procès. Est-ce juste que le gouvernement puisse simplement lancer ces nouvelles accusations, ces nouvelles allégations contre eux, apparemment à la dernière minute, ce qui pourrait nuire à sa capacité d'aller au procès? Je veux dire, qu'en penses-tu? Écoute, je suis aussi pro-accusation qu'on puisse l'être, mais sur ce point, je dois donner raison à la défense. Et apparemment, le juge était d'accord. Écoute, il est en détention depuis un bon moment maintenant. Je crois depuis octobre 2024, le gouvernement s'est opposé à la libération sous caution soutenue par le juge. Vous avez un accusé détenu, un procès prévu le mois prochain et vous allez déposer un nouvel acte d'accusation pour des faits dans un autre État lié à un autre meurtre. C'est un gros problème. En tant que défense, vous manquez de temps pour vous préparer. Donc, vous êtes un peu coincé dans cette situation où vous devez demander un report, n'est-ce pas? Pour pouvoir préparer votre défense face à tout cet ensemble supplémentaire de faits, de témoins et d'allégations, ou alors vous devez avancer avec vraiment un bras attaché dans le dos. Donc, en réalité, déposer un nouvel acte d'accusation aussi tardivement va poser problème dans n'importe quel type d'affaire, mais surtout dans une affaire comme celle-ci où les charges supplémentaires sont si graves. Elles impliquent des faits commis dans d'autres États et des témoins venant d'autres États. Donc, ce que le juge a dit, c'est, écoutez, si vous voulez vraiment faire cela, il va falloir organiser un procès séparé. Il va falloir faire les choses dans les délais. Et je suis d'accord avec la décision du juge ici. Je pense que l'un des aspects uniques de cette affaire, c'est que la défense avait souligné que le gouvernement avait déjà essayé d'introduire l'épisode de Chicago, le prétendu incident de Chicago, plus tôt dans cette affaire. Ils avaient apparemment déposé un avis disant qu'ils voulaient utiliser cela comme preuve d'autres faits répréhensibles. Mais en février, ils l'ont retiré. Ils ont dit à la Cour qu'ils retiraient en cela. La défense a utilisé cet argument, la Cour s'est appuyée sur ce retrait. Ils ont cité les propres mots du juge lors d'une audience en février. Je cite, la requête de disjonction n'est certainement pas une requête anodine. Évidemment, cela aurait été bien plus solide si les preuves de Chicago étaient restées dans l'affaire. Et puis, des mois plus tard, ils disent que le gouvernement a essayé de le réintroduire, non pas comme preuve d'autres actes répréhensibles cette fois, mais comme preuve directe d'une entreprise criminelle. Alors, Nima, encore une fois, explique-nous cela. Pourquoi cela comptait-il autant pour l'accusation? Nous verrons leur argument dans un instant, mais pourquoi penses-tu que cette preuve était si cruciale pour eux? Et pourquoi la défense fait-elle tout un plat du fait que le gouvernement ait retiré la preuve puis l'ait réintroduite plus tard? Il y a donc plusieurs façons d'introduire ce type de preuve et tu as parlé du fait qu'on peut évidemment l'inclure dans les chefs d'accusation, n'est-ce pas? C'est ce que le gouvernement essayait de faire ici. Tu peux aussi l'utiliser comme preuve d'antécédents répréhensibles. On en a souvent parlé. On le voit par exemple dans les affaires d'agression sexuelle. Certaines victimes portent plainte, d'autres déclarent aussi avoir été agressées sexuellement, mais ne le font pas pour diverses raisons, comme la prescription ou d'autres motifs. Le gouvernement ne poursuit pas ces faits, mais cela peut être présenté pour montrer le mobile, un plan ou un schéma commun, n'est-ce pas? Donc, ils disent que Lil Durk ici dirigeait cette organisation criminelle et qu'il s'en prenait à des gens par représailles. C'est bien ça? Donc, du point de vue de l'accusation, c'est parfait. Plus il y a de victimes,
plus cela noircit l'image d'un accusé. Peu importe qu'il s'agisse d'agression sexuelle ou de meurtre commandité, l'accusation a une raison de présenter ce type de preuves, mais les procès doivent rester équitables. Donc, lorsqu'on parle de preuves et de témoins relevant de l'article 404, l'accusation doit en informer la défense. Et la défense va généralement, si elle le peut, contester cette preuve et le juge doit trancher. Par exemple, est-ce vraiment pertinent? Et vraiment, quand il s'agit de preuves relevant de l'article 404, et encore une fois, je parle d'autres affaires, mais les cours d'appel ont été plus hésitantes récemment. C'est pourquoi la première condamnation de Weinstein a été annulée en appel. La Cour d'appel de New York a jugé que vous n'auriez pas dû faire venir ces témoins appelés à parler d'autres faits répréhensibles. Donc, dans l'affaire Lil Durk, le gouvernement fournit cet avis disant qu'ils vont présenter des preuves de ces autres crimes commis dans d'autres États. Ensuite, ils l'ont retiré, puis ils l'ont ajouté dans un acte d'accusation rectificatif. Donc, je pense que c'est là une partie du problème, non? Ils font des allers-retours. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le juge a dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, surtout un mois avant le procès. Oui, c'est trop préjudiciable et injuste. Je trouve cela intéressant, selon le reportage de Rolling Stone qui avait, je crois, la transcription de cette audience. Et nous allons parler davantage de ce qu'a dit le juge, mais le juge du tribunal de district des États-Unis, Michael W. Fitzgerald, qui a accordé cette victoire à Durk, a déclaré, je cite, vous pensez que vous aurez plus de chances de gagner si l'incident de Chicago est jugé en même temps que le meurtre de Los Angeles. C'est évident. Vous considérez cela comme un avantage, et moi je considère cela comme un défaut. Je suis préoccupé par le fait que cela ne sera pas équitable. Je suis ici pour m'assurer que les deux parties aient un procès équitable. Il semble qu'il ait raison. Je veux dire, il semble que l'accusation voulait présenter toutes ces preuves parce que cela aurait renforcé leur dossier. Mais en même temps, est-ce que cela reconnaît des faiblesses potentielles dans le dossier d'assassinat commandité du parquet concernant Los Angeles? Oui, c'est le cas. Dans une telle affaire, l'accusation dépend fortement des témoignages de témoins coopérant avec l'accusation, ce qui complique la tâche. Il ne fait aucun doute que deux meurtriers ou auteurs de tentatives de meurtre au lieu d'un renforce l'affaire. Les jurés pourraient douter de l'un, mais pas de l'autre. Et je dois rendre hommage à Nancy Dillon de Rolling Stone, la journaliste qui était présente et qui a été fantastique. Je la connais très bien. Elle suit de près ses affaires. Le juge Fitzgerald a raison. Nous sommes dans le 9e circuit, l'un des plus progressistes du pays. Il pense, écoute, il ne s'agit pas seulement d'obtenir une condamnation, Jesse. Il s'agit de s'assurer que cette condamnation tienne lors de l'appel. Et tu sais, ce serait automatiquement un motif d'appel si Lil Durk était condamné et que le juge permettait à l'accusation de déposer un acte d'accusation rectificatif à la dernière minute. Regarde, la défense a souligné le timing. Le gouvernement a déposé ce troisième acte d'accusation rectificatif le 4 juin, soit moins de 3 mois avant le procès. Ils ont produit une énorme quantité de nouvelles pièces. La défense a affirmé dans son argumentation, regarde, ces pièces nécessitaient un disque dur d'un téraoctet. Ça fait beaucoup de données à examiner en peu de temps. Ils ont écrit, je cite, la défense se retrouve maintenant dans une position où elle doit examiner, assimiler, enquêter et se préparer à réfuter des téraoctets de nouvelles données à seulement 2 mois du procès pour une accusation passible de la réclusion à perpétuité. C'est intenable. Et moi, vous savez, je pense à ce que serait l'argument du gouvernement, n'est-ce pas? Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu aussi longtemps? Comment le justifie-t-il? Donc la réponse du gouvernement, parce qu'ils ne sont pas restés les bras croisés, ils ont déposé une opposition de 30 pages en disant que le meurtre présumé de Los Angeles et le meurtre de Chicago faisaient partie de la même affaire. Ils font partie de la même entreprise présumée de criminalité organisée, qu'ils étaient directement liés, que les avocats de Durk exagérent la charge liée aux nouvelles pièces communiquées. Voici ce qu'ils ont écrit. Je cite, le seul motif de la demande de disjonction du prévenu banque est que la jonction des chefs d'accusation Viacar, lors du procès du 20 août, mettrait en péril son droit à être jugé rapidement. Cette analyse constitutionnelle n'est étayée ni par les faits, ni par le droit. Il rejette aussi l'idée d'avoir laissé traîner ces chefs d'accusation affirmant que l'enquête est en cours, ce que nous savons. Les enquêtes peuvent évoluer. Et ils ont dit qu'ils avaient saisi 59 appareils numériques. Ils ont dû examiner des téraoctets de données. Ils ont souligné que 2 coaccusés dans l'affaire de Chicago n'avaient plaidé coupable qu'en avril et mai 2026, ce qui leur a donné de nouvelles preuves à exploiter. Pourquoi ont-ils tort? Les chefs d'accusation n'évoluent-ils pas? Les enquêtes n'évoluent-elles pas? De nouvelles preuves n'apparaissent-elles pas? Pourquoi ont-ils tort ici? Eh bien, écoutez, les choses évoluent, mais s'ils sont en difficulté juridique, c'est parce qu'ils contrôlent le moment où quelqu'un est inculpé et arrêté. Ce sont eux qui demandent la détention.
Le fait qu'on approche des 2 ans pour remplacer l'acte d'accusation, même si ce n'est pas la faute du gouvernement, ne signifie pas qu'ils sont sanctionnés. Vous portez préjudice à l'accusé ici, n'est-ce pas? Parce que maintenant, vous les mettez dans une position, comme je l'ai dit plus tôt, où si vous êtes la défense, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous devez reporter le procès parce qu'ils ont fourni toutes ces pièces à conviction à un stade avancé. Et laissez-moi vous dire, une chose que les juges n'aiment pas, c'est quand le gouvernement fournit les éléments de preuve en retard. Je ne dis pas qu'il l'avait ou qu'il y a eu faute, mais c'est un gros problème. Dans une affaire pénale, la communication des preuves est à sens unique. Le gouvernement doit les produire dès qu'il les possède. Vous soulevez maintenant des questions sur le moment où vous l'avez su, ce qui permet au juge d'enquêter. Laissez-moi vous dire une chose. On parle d'affaires pénales, mais je dois faire une analogie avec les affaires civiles où l'on ne peut pas simplement déposer une plainte modifiée. Vous devez obtenir un accord de l'autre partie. Il y a une période très courte où vous pouvez modifier une plainte, même dans une affaire civile, n'est-ce pas? Sans stipulation ou accord de l'autre partie, il faut l'autorisation du tribunal. Donc, c'est essentiellement ce qui se passe ici, parce qu'une plainte modifiée, qu'elle soit civile ou pénale, peut ajouter des charges et des allégations supplémentaires. Et c'est injuste pour la personne qui doit se défendre contre cette plainte de devoir le faire dans un délai aussi court avant le procès. Venons-en à l'essentiel, la décision du juge. Le juge Michael Fitzgerald a accordé la demande de disjonction de Dirk. Il a dissocié les chefs 1 et 6 du reste de l'acte d'accusation. Donc, cela signifie que le meurtre de Chicago, ou le meurtre présumé, et la tentative de meurtre présumé à Atlanta ne feront pas partie du procès d'août. Dirk sera donc jugé à Los Angeles pour les chefs d'accusation de meurtre sur contrat, comme le voulaient bien ses avocats. Je dois expliquer ce que le juge a fait, car il n'a pas juste signé une ordonnance sans explication. Il a profité de l'audience pour critiquer sévèrement le gouvernement. Il a dit au procureur qu'il voyait ce qu'il faisait et a dit qu'il n'y croyait pas. J'ai déjà mentionné l'une de ses citations. Selon Rolling Stone, le juge a déclaré: Cet troisième acte d'accusation rectificatif est clairement une tentative habile pour que la queue de Chicago fasse bouger le chien de Los Angeles. Et le juge a dit qu'il semblait que le gouvernement craignait de perdre. Maintenant, il y a quelques points à aborder ici, Nima. Ah, c'est une déclaration forte de la part d'un juge de dire quelque chose comme ça. Je veux dire, je ne pense pas que tu aies déjà été interpellé de cette façon auparavant. Mais c'est une chose. Je me demande ce que tu penses des commentaires du juge et s'ils iront vraiment de l'avant avec les autres accusations. Tu crois qu'ils organiseront un jour des procès séparés? Je ne crois pas, car il pourrait y avoir des problèmes de compétences territoriales, non? Donc, il y a ces autres actes présumés. Je ne sais pas quel serait le lien avec le district central de Californie, ici à Los Angeles, dans ces affaires. Évidemment, il pourrait être poursuivi à Chicago, à Atlanta ou ailleurs. Donc, je pense que c'est juste un problème dès le départ. S'il gagne à Los Angeles, la question ne se pose plus, car serait-ce une double poursuite? Je ne pense pas forcément que ce soit une double poursuite. Le juge a mentionné la double poursuite. Je ne pense pas que ce soit une double poursuite. Il pourrait y avoir un problème d'autorité de la chose jugée sur un point précis, selon le niveau de détail des jurés. J'essayais encore de comprendre tout cela. Il n'y a aucun risque juridique, car les charges ont été abandonnées. Le risque commence quand le jury est assermenté et que le premier témoin parle. Il pourrait donc engager des poursuites dans ces affaires. Mais si, pour une raison quelconque, les jurés rendaient un verdict très détaillé qui disait, par exemple, qu'il n'y a pas d'accord illégal, qu'il n'y a pas d'entente criminelle, cela pourrait potentiellement poser problème dans une affaire ultérieure portant sur une accusation d'entente criminelle. Donc, cela dépend des conclusions, mais généralement, dans ces affaires, c'est coupable ou non coupable. Et il est impossible de connaître la raison d'un verdict de non-culpabilité qui empêcherait un nouveau procès dans l'affaire suivante. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème de double incrimination. Le juge a rendu cette décision, ce qui m'a surpris. Je pense qu'il voulait surtout critiquer sévèrement l'accusation dans cette affaire. Permettez-moi de poser une dernière question. Lil Durk sera jugé le 20 août pour l'affaire de meurtre commandité à Los Angeles. Les nouvelles accusations, Chicago et Atlanta, sont distinctes et pourraient être jugées séparément. Nous verrons. Après la décision, l'avocat principal de Durk, Drew Finlay, a déclaré être très satisfait de l'ordonnance du tribunal. Depuis 21 mois, nous restons fermement engagés envers M. Banks et son innocence et attendons avec impatience le procès du 20 août 2026. Avant de vous laisser partir, pensez-vous que le dossier de l'accusation est solide pour ce meurtre présumé commandité? Je pense qu'il est assez solide. Les affaires comme celle-ci reposent vraiment sur le témoignage de témoins coopérants.
Je veux vraiment savoir à quel point l'accusation a réussi à faire retourner des gens. À chaque mention d'une organisation criminelle, qu'il s'agisse de celle de Lil Durk, de la mafia, de gangs de rue ou de cartels, vous avez besoin que des membres de l'organisation témoignent contre les principaux responsables sans compter uniquement sur des balances ou des indices. Espérons que vous puissiez confirmer ce témoignage. Je sais qu'il existe de nombreuses preuves électroniques, comme des messages textes. Évidemment, j'aime ça si c'est la stratégie de l'accusation. Donc, si vous avez un témoignage corroboré, que vous le confirmez par des preuves indépendantes, comme des messages textes, je pense que c'est un dossier solide. Il ne faut jamais sous-estimer Brian Steele, surtout après son excellent travail dans l'affaire Young Thug. Ce sera donc un vrai combat de poids lourd, Jesse. Très bien, Nima Ramani, j'adore vous avoir avec nous. Merci de nous avoir expliqué tout ça, merci beaucoup. Merci, Jesse. J'adore être ici et j'espère revenir vite. C'est tout pour aujourd'hui sur Sidebar, merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram ou mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.